Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon de topologie consacrée aux espaces fonctionnels. On parle d'abord de convergence simple avec des ensembles quelconques, x quelconque non vide et y θ un espace topologique. Fn est une suite d'applications de x vers y. On dit qu'elle converge simplement vers la fonction f elle-même de x vers y si quel que soit x appartenant à grand x, limite de fn de x quand n tend vers plus l'infini est égal à f de x. C'est-à-dire que quel que soit x appartenant à grand x et quel que soit v un voisinage de f de x, il existe nx, alors ça dépend de x. Tel que si n est supérieur ou égal à nx, alors fn de x appartient à v, et on note comme ça. Le cas où on a affaire à un espace métrique, eh bien, on prend la topologie induite par la distance sur cet espace. Donc si on a une suite de fonctions fn de x vers y et f de x vers y, la convergence est simple. Si quel que soit x appartenant à n et quel que soit epsilon positif, il existe nx, à partir duquel on a ça. C'est la traduction de ça dans les espaces métriques, avec les boules, évidemment. Si c'est un espace vectoriel normé, on prend cette distance-là, et ça s'écrit comme ça. Convergence uniforme, donc on a une suite de fonctions fn, et on a une fonction f, tout ça de x vers yd, métrique. On dit que la suite converge uniformément vers f si quel que soit epsilon positif, il existe n, tel que n supérieur ou égal à n, implique qu'on a ça, quel que soit x appartenant à grand x, et c'est ça le changement. Là, on n'a pas fixé x, on a fixé epsilon, le n, il ne dépend pas de x, et on a ça, quel que soit x. On note comme ça. La convergence uniforme implique la convergence simple, c'est évident, parce que ça c'est la traduction de la convergence uniforme. Maintenant, si je me donne x et epsilon quelconque, je vais prendre un x égale à n, et comme ça, j'aurai ça, donc la fonction converge simplement vers f. Si elle converge uniformément vers f, alors elle converge simplement vers f. D'accord? Ça, c'est important de savoir que c'est la même fonction. Réciproque est fausse, évidemment, parce que je prends x égale r, yt égale r aussi, une unité de valeur absolue, donc pareil. Fn de x, c'est la fonction caractéristique de n de ce segment, donc elle vaut 1 sur le segment 0 ailleurs. Et pour x fixé, epsilon positif, n'importe, je prends n égale la partie entière de x plus 1, pour avoir x inférieur à n. Donc si je prends n supérieur ou égal à n, bah évidemment n va être strictement supérieur, x va être strictement inférieur à n, et donc fn de x égale 0 sera inférieur à epsilon. D'accord? Donc j'ai bien vu que quel que soit epsilon positif, il existe grand n égale ça, tel que n supérieur ou égal à n implique fn de x égale 0 inférieur à epsilon, donc ça veut bien dire que fn converge simplement vers la fonction nulle. Maintenant, la convergence n'est pas uniforme, parce que si je prends epsilon, alors pour démontrer qu'elle n'est pas uniforme, il faut que je dise qu'il existe epsilon, donc là je prends epsilon égale à nuit, tel que quel que soit n, il existe un petit n, ben je vais prendre petit n égale grand n, tel que ça, tel que l'on n'est pas ça. Alors ici, alors la distance, ça fait tel que l'on n'est pas ça, quel que soit x. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve un x. Eh bien, je vais prendre x appartenant à ça. D'accord? Et là, fn de x moins f de x est 0, fn de x, de toute façon, c'est toujours positif, donc ça fait fn de x. Mais sur grand n, n plus 1, fn de x, puisque le petit n, c'est grand n, donc le x, il appartient bien à ça. Et donc, fn de x va être égal à 1. Et donc, il ne sera pas inférieur à epsilon. Et donc, c'est gagné. La convergence n'est pas uniforme. Soit fn, une suite d'applications de l'espace métrique xd vers l'espace métrique yd', f, donc une fonction de x vers y, eh bien, la suite converge uniformément vers f si et seulement s'il existe n un rang à partir duquel les d de fnx, fx sont bornés, d'accord, et le sup de ces distances tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Démonstration, quel que soit n, je pose un égale distance entre fn de x et f de x, pour x appartenant à x, le sup des distances, bon, bah, ça appartient à r bar plus,
si je suppose que la convergence est uniforme, j'ai ça. Donc pour n supérieur ou égal à n, j'aurai cet un, comme toutes les distances sont inférieures ou égales à l'infini, je vais avoir un qui est inférieur ou égal à epsilon. Donc un est borné. D'accord? Alors maintenant, quel que soit epsilon positif, il existe n tel que n supérieur ou égal à n implique ça. Donc implique que le sup est inférieur à epsilon. Donc la limite des un est égale à 0. Terminé. Donc j'ai bien ça. Réciproque, il existe n tel que n supérieur ou égal à n implique un inférieur à plus infini. Donc un tend vers 0. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe n' supérieur ou égal à n tel que n supérieur ou égal à n' implique que l'on ait ça. Mais si on a ça, ça veut dire que le sup est inférieur ou égal à epsilon. Donc toutes les distances sont inférieures ou égales à epsilon. D'accord? Donc on va avoir ça, quel que soit x appartenant à grand X. Donc Fn converge uniformément vers F. Exemple 1, bah, cette fonction-là, sa limite c'est 0, donc il y a une convergence simple vers 0. Et donc c'est la fonction F, c'est la fonction nulle. Et puis quand je fais ça, bah, ça vaut xn. Mais ça tend vers 1 quand x tend vers 1. Et donc le sup est égal à 1. C'est bien borné, hein. Il n'y a pas de problème, ça tend vers 1, et ça tend vers 1. Voilà, le problème c'est que quand le sup est toujours égal à 1, voilà. Le sup est toujours égal à 1, donc il ne tend pas vers 0. Donc la convergence n'est pas uniforme. Petit 2, Fn. Cette fois-ci, je prends cette fonction-là, qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc là aussi, ça tend vers la fonction nulle. Bon, valeur absolue de Fn de x moins f de x, c'est Fn de x. Et comme c'est dérivable, je la dérive pour voir que la dérivée s'annule en 0, positive avant, négative après. Donc la fonction Fn va être croissante puis décroissante. D'accord? Et donc, sa valeur maximale qui est prise, elle est prise en 1 sur n. Et donc, quand je remplace ici, ça fait 1 sur n exponentielle de moins e. Donc, 1 sur exponentielle de moins 1. Donc, 1 sur n. D'accord? Donc, ça veut dire que le sup de Fn de x moins f de x, quand x appartenait à R+, c'est 1 sur n. Donc, ça, c'est bien borné. Et en plus, ça tend vers 0. Donc, la convergence, là, est uniforme. Théorème de Dini, du nom du mathématicien italien de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui a travaillé sur les fonctions de la variable réelle, la continuité, les suites de fonctions, les séries de fonctions. Que dit-il? Que si θ est un espace topologique compact et Fn une suite de fonctions, alors une suite de fonctions de E vers R, munie de la topologie habituelle, on suppose que les Fn sont continues et que la fonction f de x vers R est aussi continue. Et on suppose que la suite de fonctions Fn est monotone et converge simplement vers f. Alors la convergence est uniforme. Démonstration, on se place d'abord dans le cas où Fn est une suite croissante. Voilà. Epsilon positif, x appartenant à E, f continue en x, donc il existe un voisinage ouvert de x tel que si y appartient à x, on a ça. Fn de x est croissante et Fn de x tend vers L de x. Donc il existe nx appartenant à n tel que n supérieur ou égal à nx implique ça. D'accord? Ça c'est parce que Fn est inférieur ou égal à f, vu que la suite Fn est croissante. Fnx, je prends ce nx ici, est continue en x. Donc il existe u'x tel que un voisinage ouvert de x, tel que y appartient à u'x implique que l'on a ça. Et donc, je pose wx égale ux inter u'x, qui est donc un voisinage ouvert de x. Pour epsilon positif, pour chaque x, j'ai construit un wx. Et on a ça, à partir de ça. Wx est un recouvrement ouvert de E, parce qu'on a x qui appartient à chaque wx. Donc on peut en extraire un recouvrement fini comme ça. On prend n égale le sup des nxk, et n supérieur ou égal à n. Quel que soit x appartenant à E,
il existe K appartenant à 1 jusqu'à P tel que l'on est ça. D'accord? Donc, si n est supérieur ou égal à n, il va être supérieur ou égal à nxk qu'on a choisi, le cas ici. Et donc, f nxk de x est inférieur ou égal à fn, est inférieur ou égal à fn de x. Ça, ça vient du fait que la suite fn est croissante. La valeur absolue de ça, comme f est supérieur ou égal à fn, c'est égal à ça. Et ça, c'est inférieur ou égal à f de x moins fnxk de x, qui est égal à sa valeur absolue, parce que ça, c'est supérieur ou égal à ça. Et j'utilise ensuite l'inégalité triangulaire, d'accord? Voilà. Bon, je ne me suis pas trompé, enfin, pas trop trompé. Fnxk de x, c'est bon. Si x appartient à wxk, alors il appartient à uxk, puisque wx et xk est égal à uxk inter u'xk, donc il appartient à uxk. Et donc, je peux appliquer 1. Et donc, 1 me dit que j'ai ça. Par ailleurs, nxk, c'est supérieur ou égal à nxk. Donc, j'ai ça. Quand je remplace ici y par xk. D'accord? Voilà. Et ici, j'ai x qui appartient à wxk qui est inclus dans u'xk. Donc, j'ai 3. Fnxk de x moins fnxk de xk qui est inférieur à epsilon sur 3. Donc, dans cette inégalité triangulaire, ils sont tous les trois inférieurs à epsilon sur 3. Donc, quel que soit epsilon positif, j'ai su trouver grand N tel que n supérieur ou égal à n, implique que ça est inférieur à epsilon. Donc, Fn converge uniformément vers F. Si Fn est décroissante maintenant, je prends Gn égale moins Fn, qui elle va être croissante. Gn de x est égal à moins Fn de x, ça tend vers G de x, quand n tend vers plus l'infini, quel que soit x appartenant à E, où G est égal à moins F. Les fonctions Gn sont continues, G est continue, et Gn tend simplement vers G. Donc, j'applique ce que j'ai lu dans petit a, comme Eθ est compact et que la suite Gn est croissante, Gn converge uniformément vers U. Du coup, moins Gn converge uniformément vers moins G, moins Gn c'est Fn, moins G c'est F, donc Fn converge uniformément vers F. Exemple de convergence uniforme, un exemple simple avec cette fonction-là. Pour x égale 0, elle vaut 0 tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini. Pour x supérieur à 0, comme l'exponentielle n'importe, la limite quand n tend vers plus l'infini fait 0. Donc Fn en fait converge simplement vers 0. Bon, on va... alors, le cas n égale 0 n'est pas très intéressant. F'N de x est toujours égal, pour n supérieur ou égal, il est toujours égal à, je dérive, ça fait racine de n exponentielle moins n racine de n x. Donc ça fait ça. Et ça s'annule en 1 sur n, et j'ai ce tableau de variation parce que Fn de 1 sur n, ça fait 1 sur racine de n, et là ça fait exponentielle moins 1. Donc ça fait ça. Donc j'ai ça. D'accord, pour n supérieur ou égal à 1. Et en fait, c'est bon. Donc, quel que soit epsilon positif, je vais pouvoir trouver, il existe n appartenant à grand N, et je vais supposer ici n positif, je vais dériver comme j'ai fait avant, tel que n supérieur ou égal à grand N implique ça. Donc, Fn de x moins f de x, qui est égal à 0, va être, ça vaut 0, il ne faut pas l'oublier, va être inférieur à epsilon, puisque ça, c'est... Donc, Fn converge uniformément vers la fonction nulle, c'est-à-dire la fonction f égale 0. Remarque, si x est un ensemble non vide quelconque, Fn-Gn des suites de x vers R, Fg aussi, des fonctions de x vers R, lambda appartenant à R, que si Fn tend simplement vers F et que Gn tend simplement vers G, alors lambda Fn plus Gn tend simplement vers lambda F plus G, et pareil si c'est uniforme. Démonstration, la première est évidente parce qu'on se ramène à des suites de réels qui sont convergentes, donc quand on fait lambda fois la première plus la deuxième,
c'est une suite convergente qui converge vers lambda f de x plus g de x. Pour la deuxième, si lambda égale 0, il n'y a rien à dire, puisque à ce moment-là, ça fait Gn tend uniformément vers G. Et sinon, quel que soit epsilon positif, il y a un rang à partir duquel ça est inférieur à un epsilon. Donc là, je choisis epsilon sur 2 valeurs absolues de lambda, parce que lambda est différent de 0. Ça traduit que la convergence uniforme de la suite Fn. Et puis, il y a un rang à partir duquel on a ça, convergence uniforme de la suite Gn. D'accord? Et donc, quand je prends un rang supérieur à ces deux rangs-là, je l'appelle n, et donc j'ai les deux à la fois. Et à ce moment-là, je peux écrire que l'inégalité triangulaire, d'abord j'aurais écrit ça comme ça, puis ensuite j'utilise l'inégalité triangulaire. Ça, c'est inférieur à epsilon sur 2 valeurs absolues de lambda. Donc le total, ça va être inférieur à epsilon sur 2, ça aussi. Et donc epsilon, quel que soit x appartenant à x. Ce qui veut bien dire que lambda fn plus gn est une suite de fonctions qui convergent uniformément vers lambda f plus g. Xθ est un espace topologique, yt un espace métrique, Fn une suite de fonctions de x vers y toutes continues, f une fonction de x vers y. On suppose que la suite Fn converge uniformément vers f, alors f est continue. On exprime ici le fait que la convergence est uniforme, et on fixe x0 et puis n. On a donc ça. Fn est continu en x0, donc il existe un voisinage ouvert de x0, tel que pour x appartenant à u0, on est ça. De plus, pour x appartenant à u0, comme n est supérieur ou égal à n, on a aussi ça. Donc on a ces trois trucs-là. On applique l'inégalité triangulaire, distance de f de x, f de x0, je laisse vérifier. Donc ça va être inférieur ou égal à 3 fois epsilon dès que x appartient à u0. Et là, il n'y a plus de n, quel que soit epsilon positif. Il existe u0, voisinage ouvert de x0, tel que dès que x appartient à u0, on a ça. Donc f est continu en x0, quel que soit x0, donc f est continu. La notion de continuité uniforme, f de x, alors de l'espace métrique cette fois-ci, xd, vers l'espace métrique yd' est uniformément continu si, quel que soit epsilon positif, il existe nu tel que d de xy inférieur à nu implique d' de f de x, f de y inférieur à epsilon. Alors je peux toujours mettre des égales à la place. Alors f est continu. Démonstration, on applique 1, et à ce moment-là, on fixe x0 et on lui applique 1, et donc on a ça. Et donc ça dit exactement, en fait il n'y a rien à dire, ça dit exactement que f est continu en x0, quel que soit x0. Alors c'est quoi la différence entre, donc que f est continu? C'est quoi la différence entre continuité uniforme et continuité? La continuité, ça veut dire que la courbe se resserre autour d'un point, d'accord? Mais là, ça veut dire qu'on est capable de mettre un tuyau très peu large, c'est-à-dire d'un rayon aussi petit qu'on veut, autour de toute la courbe. Voilà ce que ça signifie. En imposant ça, c'est-à-dire en imposant que sur l'axe des abscisses, on prend x et y très proches l'un de l'autre, eh bien, on a les y qui sont très proches l'un de l'autre, les f de x qui sont très proches l'un de l'autre. Voilà, donc on a démontré que continuité uniforme implique continuité. Maintenant, la réciproque est fausse. Par exemple, avec x2, qui est bien continu. Alors, pour démontrer que c'est faux, il faut trouver epsilon positif, je vais prendre 1, tel que quel que soit nu positif, je trouve un couple xy qui vérifie ça et qui vérifie pas ça. Donc, qui vérifie ça et qui vérifie pas ça. Pour ne pas vérifier ça, je vais lui imposer d'être égal à 2. Alors je vais me débrouiller pour que x moins y soit égal à nu sur 2, comme ça en valeur absolue ça sera inférieur à nu. Et je constate que x2 moins y2 c'est x moins y facteur de x plus y. Et donc c'est nu sur 2 multiplié par x plus y. Et ça je vais l'imposer d'être égal à 2, donc ça fait x plus y égale 4 sur nu. Donc si je prends ça et ça équivaut à dire ça, y égale ça. Et x égale ça. Avec cet x et cet y, j'ai bien ça, parce que x moins y en valeur absolue sera égal à nu sur 2, puisque x moins y sera égal à nu sur 2.
Et j'ai ça qui est égal à 2, parce que en fait, x2 moins y2 sera égal à 2. Donc f est continue, hein, ça on le sait, la fonction x au carré est continue, mais elle n'est pas uniformément. On a une suite fn de fonctions uniformément continues d'un espace métrique vers un autre, qui converge uniformément vers une fonction f. Alors f est uniformément continue. La démonstration, c'est la même que pour la continuité. On exprime la convergence uniforme comme ça. On fixe n supérieur ou égal à grand N. Par exemple, on peut prendre n égale grand N. Fn est uniformément continu, donc on a ça. Et on a aussi ça, parce qu'il suffit ici de prendre y au lieu de prendre x. On applique une égalité triangulaire, hein, et donc on a ça à condition évidemment que d de xy soit inférieur à n. Donc ça veut dire que quel que soit epsilon positif, on a trouvé nu positif tel que ça implique ça, donc f est uniformément continu. Quel que soit n appartenant à n, on a des fonctions donc continues, toujours d'un espace métrique vers un autre, f une fonction de x vers y, mais on suppose que fn converge simplement vers f. Si la convergence est uniforme sur tout compact de xd, alors f est continu. Démonstration, soit x appartenant à grand X, xn une suite de x qui converge vers x, il faut montrer que f de xn tend vers f de x, on considère a égale l'ensemble formé des xn et puis de x, et on va montrer qu'il est compact en prenant un recouvrement ouvert, union des UI de A. Puis les UI sont des ouverts, de θ d. Voilà. Alors, un des ouverts, que j'appelle U alpha, alpha appartenant à I, contient x, et comme la limite de xn est égale à x, il existe grand N, tel que n supérieur à grand N implique xn appartient à U alpha. Alors pour les autres, c'est-à-dire avant grand N, c'est-à-dire k égale 0 jusqu'à n, pour chacun, il existe U alpha k, tel que donc alpha k appartient à I, tel que xk appartient à U alpha k. Il faut bien voir que ça, là, ça vient du fait qu'on a le recouvrement, donc tout élément de A appartient à un UI, hein, c'est ça qui est important. Et donc ça, on peut le faire parce que alpha appartient, parce que x appartient à A, hein, ça c'est parce que x appartient à A, d'accord? Et puis ça, c'est parce que les xk aussi, ils appartiennent à A, d'accord? Donc, A va être inclus dans U alpha, hein, l'union de 0 à n des U alpha k. Et donc, du recouvrement de A qu'on avait au départ, eh bien, on a extrait un sous-recouvrement fini, ce qui veut dire que A est compact. Donc, on considère la restriction de Fn à A, hein, qui va de là à là, elles sont continues, et on sait qu'alors la convergence est uniforme sur le compact. Donc, on a ça. Bon, et donc ça converge, et donc à ce moment-là, on a déjà vu un théorème qui nous dit que à ce moment-là, convergence uniforme de fonctions continues, on obtient une fonction continue. Fa est donc continue. Les xn appartiennent à A, et ils tendent vers x, qui appartient à A aussi. Donc f de xn, puisque f est continue, va tendre vers fx. Hein. Alors, je devrais écrire ici que c'est A. Hein, c'est FA, d'accord? Quel que soit x appartenant à x. Donc en fait, de xn tend vers x, j'obtiens, mais c'est quoi FA de xn? Comme xn appartient à A, c'est f de xn. Donc f de xn tend vers, et c'est quoi FA de x? Comme x appartient à A, c'est f de x, d'accord? Donc f de xn tend vers f de x. Donc f est continu parce qu'on avait pris une suite quelconque xn qui tendait vers x. Convergence uniforme localement. On a un espace topologique, un espace métrique, une partie non vide de x et une suite de fonctions fn de A vers y. On dit qu'elle est localement uniformément convergente sur A. Si pour tout x appartenant à A, eh bien il existe un voisinage V donc de x pour la topologie réduite sur A, tel que la suite des restrictions AV de la fonction fn est uniformément convergente sur V muni de la restriction θV. Je rappelle que ça, c'est pareil que V muni de la restriction de θA à AV, hein, c'est pareil. Donc, quel que soit Y appartenant à V, la suite
des restrictions à AV des Fn appliquées en Y est simplement convergent. Parce que quand il y a eu convergence uniforme, il y a convergence simple. En particulier pour Y égale X. Donc ça me fait que ça est convergent. Alors ça c'est quoi? Ben, c'est Fn de X. Donc Fn de X est convergent. Donc on peut poser f de X égale limite de Fn de X quand n tend vers plus l'infini, quel que soit X appartenant à A. Et ce qu'on a dit précédemment, ben, c'est que les restrictions des Fn à V, donc qui vont de V vers Y, et bien cette suite est uniformément convergente sur V. Vers quelle fonction? Ben, la fonction restriction de f à V, cette fonction-là. La convergence uniforme sur A implique la convergence uniforme localement sur A, c'est évident, il suffit pour tout X de prendre V égale A, qui est un voisinage de X, et Fn étant uniformément convergente sur A, elle va l'être sur V, donc elle va être uniformément convergente localement sur A. Mais la réciproque est fausse, la convergence uniforme localement n'implique pas la convergence uniforme, il suffit de prendre grand X égale grand Y égale grand R avec A égale 0, 1, Fn qui a X appartenant à A associe 1 moins Xn sur 1 moins X, pour n supérieur à 1, qui converge simplement vers 1 sur 1 moins X, parce que Xn tend vers 0, et j'ai valeur absolue de Fn de X moins f de X, qui est égal à ça moins ça, et ça me fait Xn, parce qu'il est positif, sur 1 moins X. Mais lui, il tend vers plus l'infini quand X tend vers 1, puisque ça fait 1 sur 0 plus. Donc, quel que soit n supérieur à 1, le sup des valeurs absolues de Fn de X moins f de X sur A est égal à plus l'infini, et donc Fn ne converge pas uniformément vers f. Mais, quel que soit X appartenant à A, je peux l'entourer dans cet intervalle-là. Donc il existe epsilon tel que l'on est ça. Et là, je dispose d'un voisinage de X, et qui plus est d'un voisinage compact de X, sur lesquels f et les Fn, alors je devrais dire les restrictions de f et les restrictions des Fn à V sont continues sur V. La suite Fn est strictement croissante, parce que si je calcule ça, ça me fait ça, d'accord, c'est positif, et on l'a vu, ça converge simplement vers f. Donc sur un ensemble qui est compact, tout ça, continuité de f dfn, sur un voisinage compact avec une suite croissante qui tend simplement vers f, on applique le théorème de Dini, et ça nous dit que cette suite est convergente uniformément vers f sur v. Donc j'ai trouvé un voisinage de x pour lequel ça marchait. Et donc on a bien la convergence uniforme localement. Xθ un espace topologique, Yd un espace métrique, A une partie non vide de X et Fn une suite de fonctions de A vers Y telle que la suite converge localement uniformément sur A. Alors Fn converge uniformément sur tout compact de A. En particulier, si A est compact et que Fn converge localement uniformément sur A, alors Fn converge uniformément sur A. Bon, ça ressemble à des trucs déjà faits, c'est presque évident. Donc on prend K un compact, on va démontrer que ça converge sur un compact. De A muni de la topologie réduite, donc K inclus dans A, quel que soit X appartenant à K, il existe un voisinage, alors, parce qu'il y a convergence localement uniformément, sur A. Donc il existe un voisinage appartenant à VA de X, c'est-à-dire ça c'est la topologie induite, tel que Vn converge uniformément sur V. Donc sur tout ouvert contenant X et contenu dans V, donc on peut supposer Vx appartient à VA de X inter θ, c'est-à-dire c'est un voisinage ouvert. Donc K va être la réunion des Vx pour X appartenant à, puisque X appartient à chaque Vx, et K est compact, donc on en extrait un sous-recouvrement fini. La convergence localement uniforme implique que limite de Fn de X existe quel que soit X, on l'appelle f cette fonction. Et donc, quel que soit epsilon positif et quel que soit i allant de 1 à p, il existe un i, tel que n supérieur ou égal à ni implique ça, puisqu'il y a convergence uniforme sur chacun des vxi. Donc, tel que l'on a ça, quel que soit x appartenant à vx. Soit n le sub des ni, quel que soit x appartenant à k, évidemment, comme il y a un recouvrement fini de k, il existe un i tel que x appartient à vxi, et à ce moment-là, n supérieur ou égal à n implique que d de fn de x f de x est inférieur ou égal à epsilon. Donc on a ça, ce qui veut dire que fn converge uniformément vers f sur k. Voilà.
Alors si A est compact, eh bien, on en déduit que Fn est convergente uniformément sur A. Théorème d'interversion des limites. X est un espace topologique, YD amétrique, A une partie non vide de X appartient à l'adhérence de A, et quel que soit n, Fn est une fonction de A muni de la topologie réduite vers YD. Et on suppose que la convergence est uniforme vers une fonction f qui est définie évidemment sur A, donc pas sur X. Et que alpha n est égal à la limite de Fn de t quand t tend vers X existe, appartient à Y, donc quel que soit n appartenant à L. Alors alpha n est une suite convergente, limite de f de t quand t tend vers x existe, appartient à y, et limite de alpha n quand n tend vers plus l'infini est égale à la limite de f de t quand t tend vers x. Ce qui veut dire, et c'est là, je traduis exactement, limite de alpha n, c'est limite de ça, qui est égale à la limite de f de t, c'est-à-dire ça. Et donc on voit bien l'intervention des limites, l'interversion. Fn converge uniformément vers f, donc elle est uniformément de Cauchy, donc j'ai ça. On fixe P, Q supérieur ou égal à n. On sait que AB donne D de AB est continu. On a ces deux limites-là, donc on va passer à la limite dans la distance. Et donc limite de ça existe égale D de alpha P, alpha Q, parce que ça tend vers alpha P et ça vers alpha Q. Donc quel que soit epsilon positif, ça reste à la limite inférieure ou égale à epsilon. On a ça. Donc alpha n est une suite de Cauchy dans YD qui est complet, donc elle est convergente. Alpha, la limite de alpha n. Ensuite j'écris l'inégalité triangulaire. Et alpha n tend vers alpha, donc quel que soit epsilon, il existe n1 tel que n supérieur ou n1 implique ça. Fn converge uniformément vers f, donc il existe n2 tel que ça implique ça. Et là je vais prendre n égale sup de n1 n2, je vais fixer n supérieur ou égal à n, par exemple en prenant n égale grand N. Donc là-dedans, le petit n, il va juste intervenir, mais il va disparaître en fait. Je veux dire que limite de Fn est égale à alpha n, donc il existe un intervalle ouvert θ tel que pour t appartenant à U inter A, parce que les fonctions sont définies sur A, on a ça. Et donc là, après, on va se retrouver avec trois éléments qui seront inférieurs ou égaux à epsilon sur 3, dès lors que t appartient à U inter A. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a plus de n. Il a juste servi pour rendre tout ça inférieur à epsilon sur 3. Donc en fait, quel que soit epsilon positif, il existe U n ouvert, tel que pour t appartenant à U inter A, on a ça. Ce qui veut dire que la limite de f de t quand t tend vers x existe, et qu'elle est égale en plus à alpha, d'où le résultat. On parle maintenant des fonctions bornées. On a un ensemble non vide x quelconque. YD est un espace métrique. On dit qu'une application de x vers y est bornée s'il existe y0 appartenant à grand Y. Et m positif tel que d de f de x à y0 soit inférieur ou égal à m, quel que soit x appartenant à e. La distance entre f de x et y0 est donc majorée. Enfin, ça c'est l'équivalent de ça. Alors, quel que soit y1 appartenant à y et quel que soit x appartenant à grand x, distance de f de x à y1, c'est l'inégalité triangulaire. Et donc on obtient qu'elle est majorée elle aussi. Donc on voit que le choix de y0 est sans importance. Ça marche pour 1, ça marche pour tous les y qui appartiennent à grand y. On notait déjà comme ça hein, l'ensemble des applications de x vers y. On rajoute un petit b pour dire qu'elles sont bornées. Donc si f est borné, si et seulement si, le diamètre de f de x est inférieur à plus l'infini. Rappelons que si a est inclus dans y, le diamètre de a, c'est le sup des distances entre A et B pour A, B appartenant à grand A. Démonstration. Donc, je suppose qu'elle est bornée. Donc, on a ça. Et si je prends AB appartenant à x2, D de f de A, f de B va être inférieur ou égal à D de f de A, y0 plus D de y0, f de B. Les deux sont inférieurs ou égal à m, ça fait inférieur ou égal à 2m. Donc, je vois que cet ensemble est majoré. Donc, que celui-là, c'est la même chose, hein, est majoré, et donc le diamètre est inférieur à plus l'infini. Réciproquement, s'il est inférieur à plus l'infini, je prends A appartenant à x, j'appelle y0 égale f de A, et alors quel que soit x appartenant à x, d de y0 f de x est égal à d de
f de a, f de x, inférieur ou égal au diamètre, hein, forcément, et ben c'est gagné, d de y0 f de x inférieur à un nombre réel, hein, donc f est bien borné. Remarque, si f est borné, f est constante si et seulement si le diamètre de f de x est égal à 0. Démonstration, f est constante, donc on a f de x égale k appartenant à y, quel que soit x appartenant à e. Donc d de f de a, f de b, je prends a, b appartenant à, c'est pas e, hein, c'est x, pardon. J'ai tellement l'habitude de mettre e, voilà. Et donc, d de f de a, f de b est égal à d de k à k, et donc évidemment ça fait 0. Donc le diamètre est égal à 0. Et si le diamètre est égal à 0, j'ai d de f de a, f de b qui est inférieur ou égal à 0, quel que soit ab. Donc il est égal à 0, quel que soit ab. Donc f de a égale f de b, quel que soit ab, donc f est constant. Si f et g sont bornés, alors l'ensemble des distances entre f de x et g de x pour x appartenant à x est borné. On note d étoile fg, le sub de cet ensemble, et donc d étoile réalise une application de x croix x, hein, parce que c'est d étoile de fg, vers r+, parce qu'évidemment les distances sont positives. Démonstration, il n'y a rien à dire, hein. A appartenant à x, il existe m tel que d de a, f de x est inférieur ou égal à m, quel que soit x, et m' positif tel que d de a, g de x est inférieur ou égal à m', quel que soit x. Donc si je fais d de f de x, g de x, et j'utilise une égalité triangulaire, c'est inférieur ou égal à m plus m', quel que soit x, donc je vois que l'ensemble est borné, et donc ça y est, c'est fini, c'est ce que je voulais démontrer. Et donc on va montrer maintenant que d étoile réalise une distance sur l'ensemble des fonctions bornées de x vers y. On démontre donc que d étoile est une distance sur l'ensemble des fonctions bornées de x vers y, où y d est un espace métrique. En démonstration, on prend trois fonctions FGH. D'abord, on remarque que d de f de x, g de x est toujours positif, puisque c'est une distance. Hein. Donc d étoile est bien supérieur ou égal à 0. D étoile de gf, c'est évident, c'est sub de d de g de x, f de x, c'est pareil que le sub de d, f de x, g de x, puisque ça est égal à ça. Et donc c'est égal à d étoile de fg. D étoile de fg égale 0 équivaut à dire que le sup est égal à 0, et donc ils sont tous égaux à 0, et donc f de x égale g de x, quel que soit x, et donc f égale g. Enfin, pour une égalité triangulaire, j'ai ça, mais j'ai ça, tout le temps. Et j'ai ça, tout le temps. Donc, je vais avoir ça, tout le temps. Et là, il n'y a plus d'x. Hein. Donc, ça veut dire que ça, c'est majoré. Et c'est majoré, et donc, le d étoile, en plus, il va être inférieur ou égal à ça. Voilà. D'où le résultat, j'ai bien une distance, et donc j'ai bien un espace métrique. YD métrique. Fn est une suite de fonctions de bornées de x vers y. F est une fonction de x vers y. Mais on sait que Fn converge uniformément vers f. Alors, 1, f est borné. 2, la limite de d étoile de Fn, f, parce qu'elles sont toutes les deux bornées quand n tend vers plus l'infini égale 0, ce qui veut dire que Fn tend vers f dans l'ensemble des fonctions bornées de x vers y. Démonstration, c'est-à-dire dans cet espace métrique. Il existe n appartenant à n, puisque la suite converge uniformément, telle que n supérieur ou égal à n, implique d de fn de x, f de x est inférieur à 1. Je prends epsilon égale à 1, quel que soit x appartenant à x. On fixe x0 à x, appartenant à x, et on prend n, petit n égale grand n. d de f de x, f de x0 est inférieur ou égal à d de f de x, fn de x, plus d de fn de x, fn de x0, plus d de fn x0, f de x. Et ça, c'est inférieur à 1, et ça, c'est inférieur aussi à 1. Quant à ça, bah ça dépend plus du petit n. Hein. Là, ça, c'est inférieur ou égal à delta de fn de x, puisqu'on sait que fn est borné. D'accord ? Donc ça va être inférieur ou égal à 5, quel que soit x appartenant à x. Donc f est bien borné. Et pour le petit 2, bah, on a ça. D'accord ? Là, du coup, j'ai pris epsilon quelconque. Là.
Et bien ça, puisque j'ai ça, le sup va être inférieur ou égal à epsilon. Donc là, ça mérite 1 égal. Car f et fn, alors j'ai le droit de faire ça, hein, parce que fn et f sont bornés, d'accord? Et donc j'en déduis ça. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe n, quel que n supérieur ou égal à n implique ça. Donc fn tend vers f dans cet espace métrique. Remarque, si fn est une suite de fonctions bornées de x vers y, et que f en est une aussi, bornée aussi, alors dire que ça converge vers ça, eh bien, ça implique que fn tend uniformément vers f. D'accord? En fait, il y a donc équivalence entre les deux, d'après ce que j'ai démontré avant. Donc là, j'ai plus qu'à démontrer ça. En effet, quel que soit epsilon positif, il existe n tel que d étoile de fn f est inférieur à epsilon. Mais ça implique que d de fn de x f de x est inférieur aussi. Il va être inférieur ou égal, si vous voulez, ça va être inférieur ou égal à ça. Donc inférieur à epsilon, quel que soit x appartenant à x. D'accord? Donc ça prouve bien que fn converge uniformément vers f. De Cauchy, on a des fonctions fn de x vers l'espace métrique yd. Pour que la suite soit uniformément de Cauchy, eh bien, il faut que quel que soit epsilon positif il existe n, tel que pq supérieur ou égal à n, implique d de fp de x, fq de x inférieur à epsilon, quel que soit x appartenant à x. Si yd est complet et si fn est uniformément de Cauchy, alors fn est uniformément convergente. C'est facile, on fixe x dans E. Et puis on voit tout de suite que la suite fn de x est de Cauchy dans yd qui est complet, dans lequel converge. On pose f de x la limite de fn de x qui permet de définir la fonction f. On reprend un, on fixe x appartenant à x, et là-dedans, on peut d'abord dans un premier temps fixer p, supérieur ou égal à n, et puis faire tendre ça, faire tendre q vers l'infini. D'accord? Et comme l'application qui a y associe d de fp de x qui est fixé y est continu, quand je remplace y par fq de x, et fq de x tend vers f de x, et donc j'obtiens que je peux remplacer ça par f de x, et je vais avoir inférieur ou égal à epsilon. Bon, je pouvais mettre inférieur ou égal à epsilon au départ, franchement. Vous savez que partout, hein, on peut mettre inférieur ou inférieur ou égal. Donc, j'obtiens ça, et ça qui est vrai, quel que soit p appartenant supérieur ou égal à n, quel que soit x appartenant à x, donc quel que soit epsilon positif, il existe n tel que p supérieur ou égal à n implique ça, quel que soit x appartenant à x. Donc, fn converge uniformément vers f. Propriété suivante, on a des fn qui vont vers yd qui est complet. On suppose que les fn sont bornés, que la suite est uniformément de Cauchy, alors est uniformément convergent, et f est borné. Démonstration, tout a déjà été fait. yd est complet, donc comme fn est uniformément de Cauchy, elle est uniformément convergente. Les fn sont bornés, donc on sait que comme la convergence est uniforme, f est borné. X un ensemble non vide et yd un espace métrique complet, là encore, et bien cette fois-ci on va démontrer que cet espace-là, donc avec la distance d étoile, est un espace métrique complet. Démonstration, on prend une suite de Cauchy dans cet espace, ça signifie que quel que soit epsilon positif, eh bien il existe n, tel que pq supérieur ou égal à n, implique que d étoile fp fq est inférieur ou égal à epsilon. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sup des distances de fp de x, fq de x est inférieur ou égal à epsilon. Donc ça signifie que d de fp de x, fq de x est inférieur ou égal à epsilon, quel que soit x appartenant à. Donc, ça veut dire que la suite est uniformément de Cauchy, donc uniformément convergente, parce qu'on est dans un espace métrique complet, vers une fonction f qui va de y vers x, et on a vu que cette fonction f est bornée. Voilà. Et on a vu aussi, c'était un petit peu avant, que dans ce cas-là, fn tend vers f dans cet espace-là. Une propriété qui est quasiment évidente, puisque tout a été démontré, si fn est une suite de fonctions continues de l'espace topologique xθ vers l'espace métrique yd, convergeant uniformément vers f, alors f est continu et borné, ça a déjà été fait. On appelle cvxy l'ensemble des fonctions continues bornées de xθ vers yθ. Il n'est pas vide, hein, parce qu'il y a des fonctions constantes. Hein.
CB de xy d étoile est un sous-espace métrique de yxb d étoile. CB xy est un sous-espace fermé de yxb. Et si YD est complet, alors CB xy d étoile est complet. Donc le premier, ça a déjà été fait. Le deuxième, pour montrer que c'est fermé, bon, on prend F appartenant à YXB et Fn une suite de CB qui converge vers F. D'accord? Donc elle va converger uniformément vers F. Et on sait qu'à ce moment-là, F est borné et continu. D'accord? Donc F va appartenir à CB. Donc ça veut bien dire que CB est fermé. Alors si YD est complet, ben, YXB, on l'a vu, est complet. Donc on a une partie qui est fermée dans un espace complet, donc c'est complet. Équicontinuité, xθ est un espace topologique, yd un espace métrique. On dit qu'une partie non vide A de l'ensemble des applications de x vers y est équicontinue en x0 appartenant à x si, quel que soit epsilon positif, il existe un voisinage de x0 tel que si, pour tout x appartenant à V, ça implique que d de f de x x0 est inférieur ou égal à epsilon, et c'est ça la différence avec la continuité, quel que soit f appartenant à A. D'accord? Alors évidemment, cette phrase-là, elle implique que f est continu en x0. D'accord? Donc si si f appartient à A, enfin si A est équicontinue en x0, toutes les fonctions qui appartiennent à A sont continues en x0. Voilà. On dit que A est équicontinue si A est équicontinue en tout x appartenant à x. Donc à ce moment-là, si elles sont continues en tout x appartenant à x, ça veut dire qu'elles vont être équicontinues, je veux dire, en tout x. Ça veut dire que toutes les fonctions de A vont être continues en tout x. D'accord? Donc ça veut dire qu'elles seront continues. Donc A est inclus dans l'ensemble des fonctions continues de x vers y. On dit qu'une famille FI d'applications de x vers y est équicontinue, respectivement équicontinue en x0, si cet ensemble des FI est équicontinue, respectivement en x0. Bon, c'est deux définitions équivalentes. Là, simplement, je dis ça, je dis partie, c'est-à-dire un ensemble équicontinu, et là, je dis une famille équicontinue. C'est pareil. Si A est équicontinu et que B est inclus dans A non vide, alors B est équicontinu, bah, c'est évident, hein, parce que si ça c'est vrai, quel que soit F appartenant à A, bah, c'est vrai donc quel que soit F appartenant à B. D'accord? Voilà. Alors ça, je l'ai mis est équicontinu, j'aurais pu mettre aussi équicontinu en x0, ça aurait été exactement la même chose. Hein. Soit Fn une suite de fonctions continues, donc là je prends une suite, donc une famille dénombrable de fonctions continues de x vers y, on considère les assertions, Fn converge uniformément vers f, Fn converge simplement vers f, et la famille est équicontinue. On va démontrer que 1 implique 2, que 2 implique que f est continu, et que si xθ est compact, alors 2 implique 1. D'abord le petit a, Fn converge uniformément vers f, donc simplement vers f. Donc ça, c'est fait. Il n'y a plus que ça à démontrer. Epsilon positif, il existe n, tel que n supérieur ou égal à n implique que d de fn f de x est inférieur ou égal à epsilon sur 6, quel que soit x appartenant à x. Ça, c'est la convergence uniforme. On fixe x0 appartenant à grand x. Quel que soit x appartenant à grand x, d de f grand n de x, c'est le même grand n, hein, fn de x, je peux dire que c'est, j'intercale le f de x et j'applique l'inégalité triangulaire. Chacun est inférieur ou égal à epsilon sur 6. Donc la somme est inférieure ou égale à epsilon sur 3. Et ça, c'est valable quel que soit x appartenant à x. F grand n, lui, il est continu en x0, donc il existe v appartenant à v de x0 tel que l'on est ça. Et pour x appartenant à v et n supérieur ou égal à grand n, là, j'utilise encore l'inégalité triangulaire. Et dans cette inégalité triangulaire, ici, bah, c'est là, c'est inférieur ou égal à epsilon sur 3. Et puis les deux autres bah, c'est ça. D de f grand n de x, fn de x. Bon, bah là, donc appliqué à x, ça c'est inférieur ou égal à epsilon sur 3. Mais x0, je peux l'appliquer aussi à x0. Et donc, ça c'est inférieur ou égal à epsilon sur 3. Donc les 3 sont inférieurs ou égaux à epsilon sur 3. Et donc le résultat est inférieur ou égal à x.
Ça, c'est pour tout n supérieur ou égal à n. Maintenant, si n va de 0 à n-1, fn est continu en x0, donc il existe un voisinage Vn de x0 tel que x appartient à Vn, implique d de fn de x, fn de x0 est inférieur ou égal à epsilon sur 3. Je prends W égale V intersection avec l'intersection de 0 à n-1 des Vn. Donc c'est un voisinage de x0. Parce que V est un voisinage de x0 et tous les Vn aussi. Alors, on a pour x appartenant à W, eh bien, on va avoir ça, parce que W, bon, il est inclus dans chacun des Vn, donc on aura ça, d'accord et donc ça, c'est inférieur ou égal. Alors là, j'ai mis epsilon sur 3, c'est epsilon. Hein. On aura ça. Et puis pour n supérieur ou égal à grand N, on a vu aussi que ça, c'est inférieur ou égal à epsilon. Donc en fait, pour tout x appartenant à W, on a ça. D'accord? Quel que soit n appartenant à grand N. Donc Fn est bien équicontinu. Petit b, x0 appartenant à grand X, epsilon positif, on exprime que Fn est une famille équicontinue, d'accord? Et il existe V appartenant à V de x0, tel que si x appartient à V, on a ça quel que soit n, soit x appartenant à V. Il y a une convergence simple. Donc il existe n1, tel que n supérieur ou égal à n1 implique ça. Mais comme il y a convergence simple, il existe aussi un n0, tel que, là j'applique en x0, on est ça. D'accord? Je prends n égale sup de n0 et de n1. d de f de x, f de x0 est inférieur ou égal à d de f de x, f grand N de x, plus d, c'est l'inégalité triangulaire, hein, vous le vérifierez. Alors là, j'ai celui-là, et puis celui-là, donc celui-là, et puis celui-là inférieur ou égal à epsilon sur 3, et puis celui-là, il est aussi inférieur ou égal à epsilon sur 3, grâce à ça, c'est le cas où petit n vaut grand N. Donc en fait, ça, c'est toujours inférieur ou égal à epsilon, quel que soit x0 appartenant... Donc j'ai démontré, et quel que soit x appartenant à V, pardon. J'ai démontré donc que quel que soit x0 appartenant à grand X, quel que soit epsilon positif, eh bien il existait V un voisinage de x0, tel que si x appartient à V, d de f de x0 est toujours inférieur ou égal à epsilon. Ce qui veut dire que f est continu en x0, quel que soit x0 appartenant à grand X, donc que f est continu. On termine la démonstration, il nous reste le petit c à voir. Et donc, il faut qu'on démontre que 2 implique, donc nos hypothèses c'est ça, Fn converge simplement vers F, Fn est équicontinu, implique 1. Alors on a déjà vu que quand on a 2, alors on avait 1. Donc F est bien continu. Alors maintenant, on va exprimer que la suite Fn, la famille Fn est équicontinue, quel que soit epsilon positif, quel que soit x appartenant à x, il existe Ux, un voisinage ouvert de x, tel que d de Fnx, Fny, inférieur ou égal à epsilon sur 3, quel que soit y appartenant à x et n appartenant à n. F est continu en x, il existe U'x, alors en x parce que j'ai choisi x, hein, donc voilà, enfin je prends un x. Il existe donc U'x appartenant à V, un voisinage ouvert de x, tel que y appartient à U'x, implique que d de f de y, f de x est inférieur ou égal à epsilon sur 3. On prend pour x, donc wx égale ux inter U'x. Alors, x, grand X, est la réunion des wx, x appartenant à grand X, puisque les x appartiennent à wx. C'est un recouvrement ouvert de x compact, donc on peut en extraire un recouvrement fini. Fn converge simplement vers f. Donc, quel que soit k allant de 1 à p, il existe nk, tel que n supérieur ou égal à nk, implique que d de fn de xk, f de xk est inférieur ou égal à epsilon sur 3. On va prendre n égale sup de n1 jusqu'à np. X appartient à grand X implique que, puisqu'il y a un recouvrement ici, il existe j tel que x appartient à wxj. N supérieur ou égal à n, donc à nj, et donc d de fn de xj, f de xj est inférieur ou égal
à epsilon sur 3. Ça, on va en avoir besoin ici tout à l'heure. X appartient à Wxj et n supérieur ou égal à n. Donc on a d de fn de xj, fn de x qui est inférieur ou égal à epsilon sur 3. Ça vient du fait que x appartient à uxj. D'accord? Et donc ici, ça nous fait d de fn de xj, fn de x inférieur ou égal à epsilon sur 3. D'accord? Donc je le redis, c'est parce que x appartient à uxj. Et puis on a la même chose ici, enfin la même chose, on a d de f de x, f de xj qui est inférieur ou égal à epsilon sur 3 cette fois-ci parce que x appartient à u'xj. Alors pourquoi est-ce que x appartiennent à uxj et u'xj? Tout simplement parce que x appartient à wxj qui est l'intersection des deux. Donc après, il n'y a plus qu'à écrire l'inégalité triangulaire. Et dans cette inégalité, là, les trois éléments de la somme sont inférieurs ou égaux à epsilon sur 3. Donc on obtient une somme inférieure ou égale à epsilon. Et quel que soit epsilon positif, il existe grand N, tel que n supérieur ou égal à n, là il n'y a plus de xj, implique que d de fn x, f de x est inférieur ou égal à epsilon. Et ça dit bien que fn converge uniformément vers f. Donc on a démontré. Théorème d'Ascoli, du nom du mathématicien italien du 19e siècle qui s'est spécialisé dans l'analyse fonctionnelle. C'est un des précurseurs de l'analyse fonctionnelle. Que dit-il? Alors, xθ est un espace topologique, yd un espace métrique, a une partie non vide de l'ensemble des fonctions bornées continues de x vers y. Quel que soit x appartenant à grand X, on note a de x l'ensemble des f de x, f appartenant à a, et on considère 1 et 2. 1 qui dit que a est relativement compact, ça veut dire que son adhérence est compacte dans cet ensemble-là, qui est un espace métrique muni de la distance d étoiles, et A est équicontinu, ça c'est 2, et quel que soit x appartenant à x, l'adhérence de A de x est compacte dans yt. Alors, 1 implique 2. Ça c'est petit a qu'on va démontrer ici. B, si xθ est compact et séparable, alors 2 implique 1. Démonstration du petit a, pour x0 appartenant à grand X et epsilon positif, on peut toujours écrire ce recouvrement de A bar, et comme il est compact, on en extrait un recouvrement fini. Bien comprendre ici que c'est des boules pour la distance d étoiles, la distance qu'il y a sur cet ensemble-là. Chaque fk est continu en x0, donc il existe vk appartenant à v de x0, tel que si x appartient à vk, alors on a ça. On va prendre v l'intersection des vk, qui est donc un voisinage de x0, et soit f appartenant à l'adhérence de A. Il existe J, bien sûr, puisque on a ça, donc tel que f appartient à b des étoiles de fj epsilon sur 3, et à ce moment-là, si on a ça, alors on a ça. D'accord? Quel que soit x, puisque c'est le sup qui est inférieur ou égal à epsilon sur 3. Donc en particulier, pour x égale x0, on aura ça. Voilà, maintenant je prends x appartenant à v, donc il appartient à vj, donc en plus on a ça. Et je dis que l'on est à l'égalité triangulaire. D'accord? Donc je vous laisse vérifier que je n'ai pas écrit deux bêtises. Eh bien, ça inférieur à epsilon sur 3, ça aussi, et puis ça aussi. Donc, quel que soit x0, quel que soit epsilon positif, il existe un voisinage de x0, tel que x appartient à v implique ça. Quel que soit f appartenant à l'adhérence de A, qui est donc équicontinu. Et donc A va être aussi équicontinu. Soit x appartenant à x, montrons que l'adhérence de A de x est compacte, en considérant phi, l'application qui a f, qui a une fonction, enfin qui a toute fonction continue bornée de x vers y, associe f de x appartenant à y. X est fixé. Epsilon sur positif, fg appartenant à cb, quand on a ça, quel que soit x. On est d'accord? Donc en particulier pour cet x-là. Donc on a ça, donc on voit que phi est uniformément continu. Donc continu. A bar est un compact. Et phi est continu, donc son image est compacte.
Mais phi de A bar, c'est l'ensemble de f de x, f appartenant à A bar. C'est A bar de x. A bar de x est donc compact, donc fermé. A de x est inclus dans A bar de x, puisque A est inclus dans A bar. Donc, A bar de, quand je prends l'adhérence ici, elle est inclue dans l'adhérence de celui-là, qui est égal à lui-même, puisque A bar de x est fermé. Donc j'ai l'adhérence de A de x, qui est évidemment un ensemble fermé, qui est inclus dans A bar de x, qui est compact. Donc, l'adhérence va être compacte, quel que soit x appartenant à grand x. C'est fini. Il ne reste plus que démontrer le petit b, c'est un peu plus délicat.